Ça fait plaisir de voir autant de monde. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, on en profite ce soir pour cette rencontre autour de la Panthère des Neiges, revisitée à travers l'image aussi, en plus du texte, publié aux éditions Gallimard, ce très beau livre où Vincent Munier, dont il est question dans le livre, apparaît à travers son travail, et à travers aussi certaines des photos qu'on retrouve dans ce livre. C'est une magnifique photo qui montre à la fois ce dont vous parlez, qui vous montre aussi, vous met en scène d'une certaine manière des instants de ce voyage si fort et qui est à la fois, me semble-t-il, et on va en parler, un voyage horizontal mais aussi vertical d'une certaine manière, puisque tous les questionnements que suscite cette quête de la Panthère des Neiges sont aussi un voyage à la verticale. Alors peut-être cette première question justement, Sylvain, la Panthère des Neiges qui vous a valu, je le rappelle, le Renaudot. On retrouve le texte d'origine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut accéder en plus à ces photos? Est-ce que ça raconte quelque chose de plus? Quelle est la démarche on va dire artistique, littéraire d'un livre comme celui-ci? Merci beaucoup d'être venu ce soir à la librairie ici et maintenant. Et merci de m'accorder cette attention pour mener cette conversation. La question que vous posez, c'est une question qu'on pose à un éditeur en général. Moi, j'ai beaucoup de mal à vous dire quel est le surcroît qu'apporte l'illustration d'un texte par des photos. La chose amusante, à mon sens, mais ça ne peut pas être une réponse très sérieuse, parce que je ne suis pas du tout un éditeur, je ne comprends pas du tout ces mécaniques, ces architectures, ces constructions de livres. Mais il se trouve que c'est un livre qui raconte l'histoire d'un photographe et qui est illustré des photos de ce photographe. Donc on ne sait plus très bien si ce sont les photos qui illustrent le texte ou si c'est le texte qui annonce les photos. Alors justement, revenons à la genèse du texte. Cette rencontre avec Vincent Munier, qui a un lien si fort, si particulier avec la nature, avec les animaux plus particulièrement, et qui va vous emmener dans son sillage en quête de sa, vous le dites d'ailleurs à un moment donné, de sa baleine blanche, qui est la panthère des neiges. Qui est Vincent Munier? Qui est ce géant, ce gentil géant, comme vous l'appelez? Oui, la baleine blanche, je le compare évidemment au capitaine Ahab qui cherche Moby Dick, mais c'est un Moby Dick, sa baleine est une obsession équivalente à celle de Moby Dick, mais positive, agréable, qui ne le mènera pas ni vers la destruction du monde, ni vers son propre naufrage. C'est un Moby Dick dans le sens où la panthère est une obsession, elle a l'objet d'un désir, est peut-être la récompense d'une attente, est l'accomplissement d'une espérance, mais c'est en aucun cas un Moby Dick comme un envahissement de l'être par un objet de désir qu'on n'atteindra jamais et qui finit par vous rendre fou. Alors vous me demandez qui il est. C'est précisément à ça que j'ai consacré une partie de ce livre. C'est pour moi d'abord un artiste. Premièrement, c'est un artiste, ce n'est pas uniquement un photographe technicien, c'est un artiste qui réussit à donner forme à l'invisible, à donner une figure à l'évanescent, à photographier l'animal, non pas comme un objet spectaculaire et médiatique, comme on peut voir dans certaines photos animalières, mais comme un habitant d'un lieu fugace, éphémère, fulgurant, et comme l'habitant qu'on ne devrait normalement pas voir, et que son œil photographique réussit à révéler. Donc d'abord c'est un artiste, deuxièmement c'est un camarade, car ce fut aussi une histoire d'amitié. Et troisièmement, c'est un maître, au sens où moi je suis le disciple d'une nouvelle pratique, d'un nouvel usage du monde, pourrait-on dire, qui est l'attente, l'affût, l'espérance. Voilà, alors moi j'ai été l'élève l'écolier d'un professeur qui me montrait quelque chose que je ne connaissais pas et qui était l'art d'attendre, d'espérer peut-être, de regarder beaucoup, d'écouter un peu et d'essayer de ne pas uniquement se concentrer sur la captation de ce que l'on désire capter, le piégeage de ce qu'on désire attraper, c'est-à-dire le passage d'une panthère, mais au contraire, il m'a appris à laisser dans l'intervalle
qui se tient entre l'espérance, entre le début de l'attente et l'arrivée de celle qu'on attend, il y a un intervalle où peut rentrer la poésie, le silence, la méditation peut-être. Alors voilà tout ce qui m'a appris. Un artiste, un camarade et un enseignant. Cette attente, elle équivaut un petit peu au fameux voyage d'Ithaque, c'est-à-dire que ça n'est pas la destination qui compte, mais vraiment aussi le voyage et tout ce qu'on peut en retirer. C'est aussi ce que vous raconterez à travers cette méditation, ces silences, cette réflexion immobile et ce voyage immobile auquel consiste le fait d'attendre le passage. C'est comme si vous attendiez presque que ce soit le paysage qui bouge plutôt que vous, d'une certaine façon, n'est-ce pas ? Oui, mais la comparaison avec Ithaque est peut-être judicieuse, mais elle ne me serait pas venue à l'esprit parce que Ithaque, c'est le point fixe qu'on connaît déjà et que Ulysse veut retrouver. Et c'est le point immobile de son enracinement. Alors que là, précisément, et en cela, à mon avis, c'était un peu différent de la symbolique de Ithaque, c'est que la panthère des neiges que j'attendais, rien ne me garantissait sa venue. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de l'espérer, mais de l'improbable. Et enfin, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y avait quelque chose de religieux dans l'attente de la panthère, parce que comme, à mon avis, dans tous les exercices de la foi et de la croyance, on a beau avoir une grande foi, on n'est tout de même pas sûr, on n'est pas absolument sûr, il y a une part de doute dans la foi. Sinon, c'est plus de la foi d'ailleurs, c'est de la certitude. Dans ce cas-là, c'est du dogmatisme, et dans ce cas-là, je crains le pire. Mais quand c'est la vraie foi, la foi accepte le doute, et la foi espère monter vers une apparition, mais quelque chose dit, une petite voix, peut-être mauvaise, mais en tout cas présente, vous dit qu'il est probable, il est possible que n'apparaisse pas l'objet de votre espérance. Et en cela, la rencontre avec la panthère des neiges a quelque chose de religieux, de sacré peut-être. C'est quelque chose qui dépasse un petit peu la mécanique du désir. Alors pour revenir à la rencontre avec Vincent Munier, avant de vous emmener sur les traces de la panthère des neiges, il vous a dit un jour: je vais t'emmener voir les blaireaux. Et ça vous fait rire parce que tesson, vous dites, en ancien français, c'est ça ? Ça veut dire blaireau ? Oui, en vieux français, ça veut dire le blaireau. On utilise encore cette expression dans quelques régions. Le blaireau, c'est le tesson. En bas latin, ça a donné tous les mots qui font référence à la taxidermie, l'artisanat de l'empaillement des bêtes, à la taxinomie, la nomination classificatoire des animaux dans les listes de classification naturaliste. Ça vient de taxos, tesson, le blaireau. Ça donne lieu ça a donné l'existence de toponymes sur la carte du territoire français. Certains d'entre vous connaissent peut-être des tessonnières, qui signifie qu'il y a eu beaucoup de blaireaux là-bas. On parle de l'animal, naturellement, pas de l'expression désobligeante. Enfin, j'espère que vous aviez fait la distinction entre les deux, peut-être pas, mais enfin, moi je parle de vanité, je le précise, quoi. Et le blaireau est un animal, qui était très attachant pour moi et qui était important pour Munier. C'est important pour Vincent Munier, le blaireau, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est difficile à voir. C'est un animal très taciturne, très farouche, et qui, du commerce avec l'homme, a tiré des conclusions assez élémentaires, à savoir qu'il fallait mieux pas trop l'approcher. Alors le blaireau est difficile à capturer, enfin photographiquement parlant, j'entends, si bien que pour Munier, c'est un défi intéressant. Et puis deuxièmement, la présence du blaireau signifie que le monde, le règne animal se porte plutôt bien. Alors c'est une sorte d'espèce qui, par un procédé déductif, permet de ne pas trop s'inquiéter de la présence d'animaux. Et puis troisièmement, c'est un animal qui est tellement méprisé, tellement chassé, de manière si cruelle, si vile, que Munier peut appuyer sur le blaireau toute une réflexion qu'il mène depuis très longtemps sur la chasse, qui est une réflexion très intéressante, puisque ce qui ennuie Vincent et moi-même par l'occasion, ce n'est pas tellement la chasse en tant que rapport de l'homme à la condition terrestre, parce qu'il y a des chasses qui ont été des chasses vivrières, il y a des chasses qui ont fondé les sociétés, mais ce qui est un peu ennuyeux pour nous, c'est qu'on désigne sous le même terme l'homme qui piste la bête et qui la tue
avec des moyens symétriques, et l'espèce d'obèse qui va faire un transfert de ses déficits narcissiques en tirant une volée de plomb sans même savoir viser avec une arme qu'il n'aura même pas démontée et dont il connaîtra assez mal le maniement sur un oiseau lui-même abîmé par la captivité qui aura été relâché afin d'assouvir les déficits, peut-être d'ailleurs parfois physiologiques, de la personne qui va tirer la volée de plomb dans le faisant. Quoi. Voilà. C'est dommage de donner le même nom à l'homme paléolithique qui attaque un mammouth avec un épieu et à ce monsieur qui distribue une volée de plomb à une perdrix. Voilà. Voilà pourquoi le blaireau. Vous permettez que je lise un tout petit paragraphe. Meunier collait son œil dans le viseur. Cette gymnastique s'apparentait à la chasse. Ni Meunier ni moi n'avions l'âme tueuse. Pourquoi détruire une bête plus puissante et mieux adaptée que soi? Le chasseur fait coup double. Il détruit un être et tue en lui-même le dépit de n'être point aussi viril que le loup ou aussi découplé que l'antilope. Pan! Le coup part. Enfin, dit la femme du chasseur. Oui, enfin c'est probablement une blague qui a été refusée par l'Almanach Vermo dans les années 50, mais enfin je ne peux pas m'empêcher, moi on ne se refait pas, c'est comme les scorpions qui tuent la grenouille et qui l'aidaient à traverser la rivière, vous connaissez la fable, malheureusement on ne se refait pas. J'ajoute une chose à propos du blaireau, si vous me permettez, c'est que dans les fiches taxinomiques, dans les fiches zoologiques du blaireau, on apprend que c'est un animal monogame et sédentaire, ce qui sont deux vertus, mais qui sont très difficiles à suivre. Alors, vous allez partir au Tibet sur les traces de la Panthère des Neiges. Vous ne partez pas seul, vous partez donc avec Vincent Meunier, avec Marie, sa compagne, et avec Léo, qui a fait des études de philosophie. Vous dites d'ailleurs qu'il faut toujours partir avec un philosophe quand on part en voyage, en observation. Oui, surtout dans un voyage consistant à attendre une bête dont on n'est pas sûr de la venue, et surtout au Tibet, en très haute altitude, dans des espaces éthérés, dans des paysages intangibles, et dans un pays où est venu, au Xe siècle, le Tibet, se jucher une religion, enfin un principe philosophique plus exactement, qui est le bouddhisme, et qui contient à la fois une option humaine très étonnante, très splendide, très morbide, et c'est toujours intéressant lorsqu'on est dans ces paysages-là, en train de se livrer à cette activité si intérieure, et dans un endroit où les philosophies se sont croisées, c'est toujours intéressant d'être avec un philosophe. C'était quand même une drôle de compagnie, ce Meunier qui est amoureux des bêtes qui n'apparaissent pas, cette Marie qui était la compagne de Meunier, qui faisait un film, et ce philosophe. Tout ça au Tibet, dans un paysage vide. J'avais tout de même peur, moi, que ma vie intérieure ne soit pas à la hauteur du défi. Alors, justement, le Tibet, vous le racontez à travers ce voyage, vous racontez l'impact qu'a eu la Chine sur ce Tibet que vous avez connu différent. Et vous dites, alors je vais vous paraphraser, vous m'excuserez par avance, mais vous expliquez comment une certaine forme d'aide ou alors je vais l'appeler confort avec des guillemets, a mieux réussi, on va dire, qu'un travail d'envahisseur violent pour que la Chine s'impose au Tibet. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, moi, ce que je dis là est très banal. C'est une considération vraiment pour classe de terminale de sociopolitique. C'est-à-dire que quand une autorité centrale, une citadelle centralisatrice veut asservir ou en tout cas asseoir son contrôle sur un territoire et sur un pays, il n'y a pas 36 solutions. Soit il y a une adhésion à une autorité qui se fait par la grâce et le ruissellement de la supériorité morale de cette autorité, mais ça arrive assez peu souvent dans l'histoire. Soit il y a une coercition, ça arrive plus souvent, c'est-à-dire on envoie la troupe et puis on réduit les zones de sédition. Enfin, en gros, on sulfate la rébellion. C'est ce qui est arrivé en Chine en 1950. C'est ce qui arrive un peu partout où des autocrates, des potentats exercent leur autorité. Mais il y a une troisième solution qui est beaucoup plus pernicieuse, car même dans les démocraties occidentales fort développées, nous en subissons les conséquences et nous en voyons tous les jours les effets. C'est la coercition, c'est l'avancée de l'autorité par ce qu'on pourrait appeler l'aménagement du territoire, ou le développement technique, ce que vous avez appelé le confort.
dont le préfixe est le même que la notion de conformisme d'ailleurs. C'est-à-dire une forme d'endormissement, d'anesthésie, d'hypnose des populations au nom de leur bien d'ailleurs, au nom de leur santé, pourrait-on dire aujourd'hui, pour n'avoir l'air de parler de rien, au nom de la continuation de leur vie, au nom de leur éducation, au nom de l'asphaltage des routes. N'oublions pas que Lénine disait que les soviets, c'était le socialisme plus l'électrification du pays. C'est-à-dire que tout à coup, on s'aperçoit qu'une autorité centrale se sert du développement technique, matériel et structurel pour asseoir son autorité. Car au bout d'un moment, quand les hôpitaux sont construits, quand l'asphalte a coulé, quand les lignes de chemin de fer ont strié le territoire, eh bien à ce moment-là, l'autorité centrale peut dire aux rebelles « Mais de quoi te plains-tu, mon chéri? Ne vois-tu pas que le centre est en train de pourvoir à tes besoins et d'améliorer tes conditions de vie? Pourquoi voudrais-tu t'en prendre à celui qui te donne à manger? Le chien ne doit pas mordre la main du maître. » Eh bien, voilà comment il s'exerce dans toute politique de développement et d'aménagement, souvent une progression de l'autorité de celui qui pourvoit les bienfaits. Eh bien, au Tibet, ça s'est passé comme ça. En 50 ans, on a vu, par un rapport proportionnel, au fur et à mesure qu'il y avait un accroissement des conditions de vie, on a vu s'effondrer les grandes révoltes qui ont existé beaucoup dans les années 50. Alors évidemment, pardon, et puis je conclue là-dessus, parce que ça, on s'écarte, enfin c'est moi qui m'écarte de ces considérations naturalistes, mais évidemment, ça fait très cuistre de dire ça du haut de sa condition très confortable d'occidental gâté. Mais parce que il est évident que des populations qui ont été dans la lutte, dans la rébellion, pour la continuation de leur mode de vie, de leur mode de pensée, de leur mode de croyance, c'est-à-dire les Tibétains des années 50, on ne peut pas reprocher à une rébellion d'avoir tout à coup voulu sacrifier aux sirènes de l'amélioration des conditions de vie. Qui serait-on pour dire cela? Mais il n'en reste pas moins que c'est intéressant de voir que dans l'histoire politique, le centre s'est toujours servi du confort pour éteindre la révolte. Alors écartons-nous un peu des hommes, des humains, et continuons donc ce voyage que vous faites avec Vincent Munier, Marie et Léo. Avant d'atteindre la Panthère des Neiges, vous allez croiser d'autres animaux aussi très impressionnants, et notamment le yak. Vous arrêtez sur le yak, c'est vrai qu'il a quelque chose de mythologique, le yak. C'est un animal très impressionnant. Qu'est-ce qui fait sa particularité à cet animal, et pourquoi sa présence vous fascine autant? Non, mais là, on aborde un trait de mythologie, vous avez prononcé le mot, d'ailleurs structuraliste, c'est-à-dire il n'y a pas une mythologie, une cosmogonie dans le monde qui n'ait fait du taureau, un totem nourricier et de puissance. La vache, la génisse, le taureau de le Knossos, quoi, le taureau chez les Grecs, mais le taureau dans toutes les mythologies était la bête qui fait la navette, l'intermédiaire, le trait d'union entre les puissances terrestres et les puissances célestes. C'est la fécondité, c'est la force, c'est la puissance, c'est lui qu'on égorge pour que son sang aille dans la terre, pour que sa fumée monte au ciel. C'est la vache qui représente la fécondité par sa production de lait, lui-même venant de l'herbe, elle-même venant du soleil, abreuvée par le photon. Donc il y a toute une espèce de rassemblement de toutes les constructions d'explications de la vie et du monde par le taureau. Voilà pourquoi le yak au Tibet, comme dans toutes les mythologies, est un animal très important. Il se trouve que, esthétiquement, physiquement, c'est un animal extrêmement impressionnant, beaucoup plus que la panthère des neiges ou que le loup, qui sont l'une un gros chat et l'autre un petit chien, quoi. Mais le yak, c'est une bête terrifiante, c'est un monument qui semble venir de la préhistoire. C'est vertigineux, ça fait partie de toutes ces rencontres avec les animaux qui sont davantage des rencontres avec le temps qu'avec l'espace. L'animal, c'est un fossé infranchissable qui nous sépare de lui. Et lorsqu'on voit un yak, on a véritablement l'impression de jeter l'œil dans un trou de serrure derrière lequel il y a le temps, le vertige, le vide temporel absolu qu'on ne réussira jamais à combler. Voilà pourquoi les yaks étaient les animaux pendant ce séjour qui a impressionné le plus Vincent Munier. Et autre parenthèse,
c'est de eux qu'on peut craindre le plus la charge, beaucoup plus que du loup, encore une fois, ou de la panthère. Il est, comment dire, vous parlez de temps, l'espace-temps, vous dites à un moment donné, qui est totalement différent dès lors qu'on est justement dans cette attente, dans cette immobilité. On est transporté dans un autre espace-temps. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ce que c'est que l'espace-temps dont vous parlez? Oui, parce qu'un animal, l'animal n'a pas évolué. L'animal n'a pas évolué depuis des millions d'années. Et l'homme en tant qu'espèce sapiens sapiens, lui doit son existence sur Terre dans la condition dans laquelle nous sommes à peu près maintenant rendus. Ah, je ne sais pas combien, il y a certainement des paléontologues parmi vous, mais je crois que c'est quelques centaines de milliers d'années. Donc déjà, il y a une infranchissabilité du fossé qui nous sépare temporellement de l'animal. Il y a comme une espèce de rencontre avec un ambassadeur du temps arrêté. Il y a un vertige qui procède de cette rencontre abyssale avec le temps arrêté. Et nous apparaissons, nous nous considérons, lorsque nous rencontrons un animal, comme un être tout nouvellement venu dans la maison et qui s'est très mal comporté. Parce qu'en général, quand un nouveau venu arrive, il essaie en général de se conformer aux règles de préséance des habitants de la maison qui le précédaient. Eh bien, l'homme n'a pas fait comme ça. L'homme s'est mal tenu. L'homme s'est tenu comme un enfant gâté et il y a donc ce saisissement que quand on rencontre une bête. Ça nous est souvent arrivé avec le yak. Alors après, spatial, pourquoi vous parliez de spatio-temporel? Eh bien parce que il y a aussi l'émerveillement, mais ça c'est une autre question, mais qui est anthropologique également, c'est que nous, notre pauvreté physique, notre faiblesse physique, largement compensée par notre génie cortexique, quoi, eh bien, nous terrifie quand on est à 5000 mètres d'altitude, par moins 30 degrés, que ça fait 48 heures qu'on attend, et qu'on voit tout d'un coup enfin un lapin qui surgit, mais on a le temps de réfléchir à ces questions-là. C'est pour ça d'ailleurs que je disais que la présence du philosophe était agréable, et il aurait d'ailleurs dit des choses là-dessus beaucoup plus intéressantes et plus structurées que les miennes, mais il y a une fascination dans cette difficulté, cette hostilité, de voir la manière dont les animaux sont si bien adaptés et parfaitement enchâssés dans la marqueterie du vivant. Enfin, c'est une chose très banale que je dis là, mais quand on la vit en un clin d'œil dans ces territoires si difficiles, on est émerveillé. Donc il y a cette distance, cet éloignement spatial et temporel qui, à mon avis, constitue la valeur et l'épaisseur de la rencontre avec une bête. Dans la quête pour la Panthère des Neiges, vous avez décrit tout à l'heure Vincent Minaud comme un ACAP bienveillant qui chercherait donc sa baleine pour des raisons, on va dire, vertueuses pour aller vite. Votre quête à vous de la Panthère des Neiges se transforme aussi à un moment donné en une quête à la fois poétique et amoureuse, puisque l'image de la panthère vient se fondre avec le souvenir d'une femme. Ça a aussi quelque chose de mystique. Est-ce que c'est l'image d'une femme idéalisée? Est-ce que c'est une comparaison de l'instant poétique? Qu'est-ce que c'est que cette femme panthère qui apparaît dans le livre? Mais à vrai dire, ça n'a pas vraiment été ni idéalisé, ni poétisé. C'est quelque chose qui est apparu soudain. C'est-à-dire que nous l'attendions depuis très longtemps. On avait vraiment essayé pendant 3 semaines de la voir. On avait fait des affûts qui avaient été très difficiles, très longs et très pénibles. Et tout à coup, on voit une panthère qui apparaît à 50 mètres de nous, sur une carcasse de yak qu'elle avait tuée et elle est restée là pendant toute une matinée. Donc il y a eu ce face-à-face. Et je dois avouer, mais encore une fois, ça n'est pas idéalisé dans la mesure où ça n'est pas moi qui ai décidé que se superposent au visage de la panthère les images dont je vais vous parler. Il y a eu tout à coup une sorte d'apparition d'autres visages que le visage de la panthère. Les femmes dont vous venez d'évoquer la présence. Alors j'ai vu des femmes qui étaient des femmes disparues, les femmes fantomatiques qui étaient en moi-même. Ma mère défunte, récemment, avant ce voyage, et puis la femme un amour disparu, un amour envolé, c'est-à-dire la cohorte de fantômes que nous portons tous en nous, la disparition par l'exil, la séparation ou la mort. Eh bien, j'ai vu ces femmes-là, ces visages-là,
Et il se trouve en plus que, d'un point de vue pas du tout anthropomorphico-zoologique, il se trouve que c'était des femmes qui avaient des têtes plutôt félines que canines, c'est-à-dire des yeux très écartés et des faces slavisantes, des faces larges, des faces lunaires avec des pommettes hautes. Alors, ce sont des visages qui sont plutôt des visages félins. Voilà, alors j'ai eu ces images-là qui se sont superposées. En cela, oui, vous avez raison. On peut dire que c'est mystique. Si on considère que la mystique, c'est ce chemin qui vous amène de la diffraction des formes vers un principe unitaire, c'est ça la mystique, c'est la recherche désespérée du un au milieu des débris, quoi, au milieu du bordel intégral du vivant, quoi. Le mystique cherche le principe unitaire, l'équation unique. Et bien quand plusieurs visages apparaissent, mais en fait ne forment qu'un seul être que vous avez tellement attendu, oui, il y a quelque chose de mystique. Et tout ce que je dis là paraît très vaseux quand on le dit ici, plusieurs années après cette rencontre, mais sur le moment, je dois avouer que tout ça me paraissait tout à fait évident. J'avais vraiment la présence de ces visages dont je viens de vous parler en lieu et place de la panthère. Tout ça était probablement lié au manque d'oxygène, l'hypoxie, au manque de sommeil et au moins 30 degrés qui régnaient et qui constituaient les conditions atmosphériques. Alors, que se passe-t-il quand justement la panthère apparaît, quand on l'a tant attendue, tant cherchée, que l'on a fait ce voyage intérieur qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce que c'est une révélation? Est-ce qu'il y a, allez, j'ose, une forme peut-être de déception parce qu'on a trop attendu, ou c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on espère, de ce qu'on attend? Et ça, c'est une question sur le désir en général. C'est la question c'est la phrase de Monterland, on détruit ce qu'on atteint. Et qu'une fois que l'objet du désir est saisi, eh bien, il part en poussière, et qu'il ne sera plus jamais un rêve, il deviendra un souvenir, et à ce moment-là, vous cesserez de monter l'escalier vers la femme que vous aimez, et tout le monde sachant que le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Ça, c'était Sacha Guitry qui disait cela. Alors oui, il n'y aura plus la tension comme ça vers l'espérance de la conquête, et ça sera fini. Mais non, je dois vous avouer que non, j'ai pas du tout eu cette déception-là. J'ai pas eu cette déception-là parce que j'attendais, moi, profondément la venue de cette panthère. Je voulais vraiment la voir. En cela, je ne suis pas du tout un sage asiatique. Si j'avais été un sage asiatique du Tao, je me serais dit que la panthère soit là ou qu'elle ne soit pas là, c'est la même chose. Puisque le Tao, c'est la grande absorption circulatoire de toute chose et de son contraire, dans la même unité. Donc l'absence et la présence étant de même valeur, si elle n'est pas là et si elle est là, c'est pareil. Si j'avais été bouddhiste, j'aurais tué en moi le désir, et à ce moment-là, je n'aurais plus l'envie de rencontrer la panthère, puisque ayant compris que la souffrance venait du désir, j'aurais cessé de désirer quoi que ce soit. C'est le principe bouddhiste de base. Et puis si j'avais été krishnaïte, lecteur du Bhagavad Gita, 7e chapitre du Mahabharata hindou, je me serais dit comme Krishna, il faut être équanime dans l'adversité comme dans la joie, et si j'avais vu ou pas la panthère, ça n'aurait rien provoqué en moi, puisque mon sentiment aurait été létal. Mais je suis ni krishnaïte, ni bouddhiste, ni taoïste. Moi, je suis un pauvre occidental rationnel qui veut conquérir la timbale de son désir. Voilà, alors c'est affreux, mais on ne se refait pas, encore une fois. Donc je voulais voir la panthère, et quand je l'ai vue, j'ai été heureux. Une dernière question avant de voir s'il y a des questions aussi, parce que je suis certaine qu'il y a des questions dans la salle. Vous montrez, il y a une photo, alors il y en a plein, mais il y en a une tout particulièrement qui m'a frappée, où on joue un peu avec l'esprit, puisqu'on voit un oiseau en premier plan, et finalement on découvre que derrière c'est la panthère qui est prise en photo, et vous racontez comment, en montrant cette photo à des enfants, les enfants ne sont pas dupes et voient tout de suite la panthère. Oui, il faut peut-être décrire cette photo, mais c'est très, très facile à comprendre. C'est Vincent Munier qui tout d'un coup voit un faucon se poser devant lui sur un rocher. Il prend en photo le faucon, il reste pendant 20 minutes devant ce faucon qui prenait le soleil sur un rocher,
et Vincent Meunier ne s'apercevra 2 mois plus tard que derrière ce faucon, parfaitement, parfaitement camouflé, parfaitement intégré au rocher se tient une panthère qui est restée, en le fixant, et que vous pouvez montrer pendant 20 minutes, qui le regardait sans qu'il ne l'ait détecté. Même lui, le pisteur, qui depuis 30 ans voit tout, n'avait pas vu la panthère. Donc c'est une image superbe, parce que c'est une fable. C'est une fable philosophique qui dit plusieurs choses, qui dit d'abord, nous ne regardons que ce que nous connaissons déjà et ce que nous voulons voir. Et deuxièmement, nous sommes entourés de dieux que nous négligeons et dont nous ne savons même pas que les regards nous dardent. Alors ça, c'est exactement la quintessence de l'affût. Alors comment peut-on faire pour voir les panthères qui sont cachées derrière les paravents du réel et de ce qu'on veut bien voir? Eh bien, il faut aiguiser son regard, il faut peut-être accueillir l'idée que tout ce qui est visible n'est peut-être pas donné. Et puis, il faut peut-être aussi accepter que nous ne verrons pas tout. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûre que si. Oui? Il y a une phrase qui m'a beaucoup surpris. Vous dites, la première apparition, c'était le plus beau jour de ma vie depuis que j'étais mort. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, parce que, alors, c'était le plus beau jour de ma vie depuis que j'étais mort. C'est une phrase qui peut paraître un calembour de retournement, un peu vaseux, mais il se trouve que c'est vrai pour une fois. Ce qui s'est passé, c'est que ce voyage a eu lieu, cette rencontre donc avec la panthère a eu lieu en 2018, 4 ans après un accident assez grave qui m'était arrivé, une chute banale d'un toit, et j'avais réussi à me sortir j'étais vraiment en très mauvaise passe, et je crois que j'ai eu une espèce de remise à zéro de mon existence à ce moment-là, et que chaque heure ou chaque jour qui m'était donné de vivre m'apparaissait une deuxième vie en fait. Alors j'avais l'impression qu'il y avait eu une remise à zéro, c'est ça que j'appelle ma mort. Et bien 4 ans plus tard, la rencontre avec cette panthère, même pas 4 ans plus tard d'ailleurs, 3 ans après ma sortie de l'hôpital, la rencontre avec cette panthère a été le plus grand saisissement, ce que j'appelle le plus beau jour depuis cette chute que j'appelle ma mort. Voilà l'explication de cette phrase. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Non? Oui? Oui, peut-être. Un petit peu fort, ça. Oui, dans ce livre et dans d'autres de vos livres, la dimension, l'exploit aussi sportif semble important. C'est-à-dire, là, ce sont les températures, la marge d'approche qui était très difficile. Moins 15, moins 25, moins 35. Oui. Et dans d'autres livres, ce sont des immenses traversées à pied ou à vélo ou autre. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire pour vous ou encore aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à formuler vos pensées, à écrire vos livres? Ou finalement, pourriez-vous le faire aussi de manière plus statique ou avec des voyages plus modestes? Oui, la question de l'adversité, l'âpreté physique, plus que l'exploit d'ailleurs, parce que ça n'a rien d'un exploit. Faire ces affûts photographiques, ça n'a rien d'un exploit, dans la mesure d'ailleurs où il y a des nomades tibétains qui vivent jusqu'à 4800 mètres d'altitude en vie permanente et qui mènent leur troupeau au-dessus de 5000 mètres dans l'Himalaya. Bon, là on était en février. C'est vrai que c'est le mois le plus froid au Tibet et que parfois on a eu la température qui est descendue à moins 35 et que c'est plutôt inconfortable, surtout quand on doit ne pas se réchauffer par le mouvement. Oui, pour moi, oui, c'est important. C'est important de vivre les choses avec non pas le défi, mais avec l'exercice. L'exercice de l'obligation d'une certaine abnégation, toute modeste soit-elle. C'est pour ça que je préfère l'alpinisme à la descente à ski de station. Je préfère monter avec des skis que descendre. Je préfère grimper que me laisser glisser. Voilà, je préfère plonger en retenant ma respiration qu'avec des bouteilles. C'est pas du tout ni un masochisme, ni un dolorisme mal placé,
ni une espèce d'exhibitionnisme narcissique visant à essayer de souffrir le plus possible, mais c'est une volonté quand même de voir qu'il y a une espèce de bénédiction dans un accomplissement qui aura été obtenu de haute lutte. Et c'est probablement aussi l'idée que l'âpreté du corps donne un surcroît de bonheur quand les conditions difficiles se terminent. C'est pour ça que les gens font du jogging. En général, c'est pas tellement pour le moment où ils courent, c'est pour le moment où ça s'arrête enfin. Il y a comme ça beaucoup d'activités où on préfère leur cessation que leur accomplissement. Je sais pas moi, le jogging, l'escalade, le mariage peut-être, enfin il y a des cas comme ça de moyens d'aimer beaucoup que les choses s'arrêtent. Et puis la dernière chose, c'est que c'est un moteur d'inspiration tout de même. C'est une sorte de thermodynamique, hein. Le principe de thermodynamique, c'est que quand on frotte deux corps dans un circuit fermé, il y a une chaleur qui se produit. On peut tous faire de la thermodynamique en se frottant les mains et en sentant qu'il y a de la chaleur. Eh bien, c'est la même chose d'un point de vue psychophysiologique. Quand on est en mouvement, dans la difficulté, moi, il me semble qu'il me vient plus d'idées que quand je suis à ma table de travail devant une page qui reste désespérément blanche, quoi. D'ailleurs, quand on cherche un mot, on va faire un tour et puis on le trouve. Voilà. En France, hélas, à cause d'un cartésianisme peut-être un peu mal placé, d'un dualisme mal abouti, on a toujours l'impression que l'intellectuel doit être légèrement débile physiquement et que l'athlète doit être à peu près abruti. Et c'est dommage parce qu'il faudrait plutôt essayer de réconcilier l'esprit et le corps. Et bien en cela, l'effort physique y aide. Oui, monsieur. La panthère, vous observez les nomades, vous observez aussi comment, parce que là il y avait un échange. Alors on s'est appuyé dans la deuxième partie de ce voyage, dans les sources du Mékong, pas très loin des sources du Mékong, sur un campement de Tibétains qui élevaient 200 yaks dans la région. D'ailleurs, c'était l'une des raisons de la présence de panthères dans ces canyons-là, c'est qu'il y avait un troupeau de yaks et que de temps en temps la panthère ponctionnait ses proies dans le troupeau. Elle ne chassait pas que du gibier sauvage. Et ces Tibétains, ces nomades, nous les avons rencontrés, nous avons vécu chez eux, ils nous ont de temps en temps accueillis dans leur maisonnée. Nous allions faire des affûts qui nous amenaient pendant 4 ou 5 jours à rester en montagne, et puis ensuite nous redescendions pour nous refaire une santé dans les cantonnements, dans les cabanes de ces éleveurs, qui étaient des Tibétains bouddhistes, accompagnés d'enfants, lesquels d'ailleurs s'improvisaient gardiens de yaks ou de chèvres. On a véritablement vécu de très beaux moments avec eux, et on a eu des embryons de conversation, évidemment qui reposaient sur une méconnaissance, eux de l'anglais, nous du tibétain et tout le monde du chinois, et qui faisaient que c'était des conversations qui étaient assez rudimentaires, mais qui permettaient quand même de voir que chacun s'intéressait à l'autre. Une autre question peut-être? Non? Oui. On a parlé de quête, est-ce qu'il y a aussi un travail un petit peu dans ce livre, aussi peut-être dans Bérésina, d'enquête aussi, de votre part, sur du coup aller trouver des faits historiques, notamment comme dans Bérésina par exemple, et enquêter justement sur cette panthère, et aussi enquêter autour sur la nature, la relation de l'homme avec l'animal, la différence aussi entre l'homme et l'animal sauvage, non domestiqué, parce que l'animal domestiqué est plus proche de l'homme finalement, vu qu'il est beaucoup plus sédentaire évidemment. Et voilà cette différence, est-ce que du coup ce travail d'enquête est important, et est-ce qu'à côté de ça, l'homme en étant sédentaire, c'est pas encore plus éloigné de l'animal qui lui reste sauvage par nature? Mais alors l'enquête, la question sur l'enquête, moi je pense que ça participerait plutôt, ce livre, d'une réflexion, bien que le mot réflexion est un grand mot. C'est un grand mot pour ce que j'ai pu produire de vagues méditations sur les questions que nous avons évoquées ce soir, de l'observation, l'affût, l'attente, le désir, la récompense, le mysticisme, la montée vers quelque chose de longtemps souhaité, de longtemps rêvé, la coupure, l'incommunicabilité entre l'homme et l'animal, enfin toutes ces choses que j'évoque de manière assez ordinaire, d'ailleurs assez banale, mais en les appuyant sur une expérience vécue, et même parfois sur une souffrance physique relative mais existante. Ça n'a pas véritablement les aspects et les modalités d'une enquête.
dans de précédents livres que vous avez cités, comme Les Chemins Noirs ou comme Bérésina. Oui, là, il y a davantage l'envie de réfléchir, de puiser dans des archives, d'appuyer un itinéraire sur une histoire déjà préexistante. Mais là, nous sommes dans un monde qui ne permet pas l'enquête, qui permet la recherche, qui permet l'affût, qui permet le travail de compréhension, le naturalisme, la zoologie, la biologie, la géographie, la géomorphologie. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'enquête ou plutôt de l'étude? En tout cas, ce n'est pas une enquête humaine. C'était plutôt une réflexion sur le sauvage. Enfin, encore une fois, réflexion étant un bien grand mot. Alors après, votre deuxième question sur la sédentarité, oui et non. Ce n'est pas la sédentarité qui a arraché l'homme à sa conversation avec l'animal. Parce qu'il y a des animaux qui sont très sédentaires. Il y a des animaux qui sont même accrochés à leur rocher. Il y a des bivalves. Il y a des animaux très territoriaux. La panthère n'est pas une nomade. La panthère est un animal territorial. Des animaux qui défendent leur terrier, qui sont extrêmement patriotes. Ce n'est pas la sédentarité le point de rupture, et ce qui fait le propre de l'homme, c'est de n'avoir aucun instinct et de pouvoir avoir tous les instincts. Ce qui fait le propre de l'homme, c'est que le champ des possibles, dû à son intelligence cortexique, à ce truc qui est à la fois notre grandeur, notre servitude, notre malédiction et notre grâce, cette libération de l'os frontal qui a permis le développement du néocortex et qui a donc donné à la fois la guerre et l'art, c'est-à-dire le pire et le meilleur, eh bien c'est ça la grande différence, c'est ça qui nous éloigne de l'animal. L'animal, lui, il est conduit par son instinct, c'est pour ça qu'il n'est pas dépressif, c'est pour ça qu'il n'est pas malheureux. Il est là où il doit être, et il est parfaitement équipé pour être là où il doit être. Et pourquoi nous sommes malheureux? C'est parce qu'on peut être partout. Et donc on est nulle part, et donc on erre, on est dans l'errance. L'animal n'erre pas. Même l'animal migrateur n'erre pas, car même le migrateur animal, il circule selon une oscillation qui le fait toujours faire demi-tour. Voilà ce que peut m'inspirer cette question de la séparation de l'animal et de l'homme, non pas par la sédentarité, mais par la certitude. Peut-être une dernière question avant. Oui, à deux alors. Allez, monsieur d'abord, et puis ensuite. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ivresse des cimes. Est-ce que, enfin, le manque d'oxygène, est-ce que celle-ci vous a permis finalement, dans une espèce de poésie hallucinatoire, d'apercevoir le Yéti? Oui, alors moi, j'ai pas du tout de sarcasme à l'égard du mythe du Yéti, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu un chaînon entre l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Il y a eu probablement des espèces de tâtonnements évolutifs ou darwiniens, biologiques, je ne sais pas comment les appeler, qui peut-être ont créé des impasses, des bifurcations paléontologiques et anthropologiques, et qui auraient donné des échelons intermédiaires. Et puis deuxièmement parce que la fable elle-même, même si on n'a jamais prouvé qu'il exista, la fable est très belle. Parce que qu'est-ce qu'est la fable du Yéti qui court, il faut le rappeler, sur tout l'arc himalayen, de l'Afghanistan à la Birmanie, de l'Arunachal Pradesh au Pamir. Il y a des mythes et des fables de l'abominable homme des neiges. C'est simplement en fait l'espèce de grande nostalgie du sauvage, de ce qu'on appelait autrefois les temps pré-adamiques, les temps où l'homme n'était pas un animal sociable. Finalement, le cyclope dans les poèmes d'Ulysse, de Homère, c'est une forme de fable du Yéti. C'est l'âge d'or de l'homme, avant qu'il doive travailler, avant sa chute, avant sa malédiction, quand il cueillait les fruits du monde et qu'il menait une conversation commune avec les bêtes et les dieux. C'est peut-être ça, le Yéti. Alors j'ai aucune espèce de mépris, moi, pour toutes les recherches qu'ont pu faire des Occidentaux sur l'abominable homme des neiges. Alors ensuite, votre première question, c'était sur l'hypoxie qui pourrait permettre des divagations. Moi, je ne crois pas trop à ça. Je crois que le manque d'oxygène abrutit. De la même manière que je ne crois pas du tout que l'alcool crée du génie, même chez les écrivains alcooliques, qui, il faut le rappeler, n'ont écrit leur meilleure page que lorsqu'ils étaient sobres. Même quand elles étaient des apologies de l'empoisonnement, ils n'écrivaient que sobres.
Et ça a simplement donné des prétextes à des lecteurs adolescents pour dire « Mais maman, laisse-moi vider cette bouteille de whisky, car regarde ce qu'a fait Bukowski. » Et donc une question, c'était ici, je crois. Oui, Moi, mademoiselle. justement, ça me fait une belle transition parce que je voulais revenir sur votre métier d'écrivain. Et j'aurais aimé savoir si vous pouviez revenir sur le quotidien. Comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous écrivez plutôt le jour, plutôt la nuit? Est-ce que vous avez des habitudes, des tocs? Est-ce que vous buvez du café en écrivant? Est-ce que J'ajouterais aussi, est-ce que vous buvez en voyage... vous buvez, pardon, le lapsus. Est-ce que vous écrivez en voyageant ou est-ce que vous écrivez quand vous êtes de retour? Je voudrais Est-ce rajouter. que vous vous mettez à votre bureau, vous arrivez à écrire sur un ordinateur ou est-ce que vous écrivez à la main? Enfin, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu comment est-ce que vous trouvez votre inspiration? Si vous écrivez plusieurs heures d'affilée? Enfin, voilà, la question est ouverte, mais... Non, mais votre question sur le laboratoire, quoi, en fait, l'atelier, le garage de l'écriture, la mécanique, quoi. Les trucs, c'est très simple et très banal d'ailleurs. D'abord, moi je suis l'écrivain du matin matutinal, quand l'esprit est vierge, quoi. Et puis ça dure pas très longtemps, peut-être quelques heures. Entre vous, si vous voulez tout savoir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je peux vous donner administrativement les horaires, quoi. Mais grosso modo, c'est les 4 heures, entre 8 et 8h et midi. Voilà, ça c'est la plage, c'est le moment qu'on consacre à la lecture. Ça a été précédé, parce que je me lève tôt maintenant que je ne bois plus, car je ne bois plus une goutte. Ça, j'aurais dû peut-être le préciser, je ne bois plus une goutte depuis l'accident dont je parlais tout à l'heure. Je ne bois plus une goutte d'alcool. J'ai trop payé, j'ai trop donné à la cause. Alors maintenant j'arrête. Et je me lève très tôt et je consacre les premières heures du matin à la lecture. Mais encore une fois, j'ai l'impression que je donne là un solfège, une organisation de vie qui est très courante, quoi. On se lève, on lit, quoi. Enfin, on se lève, on se casse aussi parfois. Mais moi, je me lève, je lis. Je lis parce que on est comme c'est l'aube. C'est l'aube en soi, quoi. C'est les heures de lecture du matin, puis d'écriture. Alors, l'ordinateur, oui, mais le cahier aussi. Je tiens mon journal quotidiennement, depuis que j'ai 20 ans, à la main. C'est un journal au stylo, dans des cahiers. Et ça, c'est mon matériau d'écriture. Et après, quand j'écris mes livres, je me sers de ce matériau écrit à la main, calligraphié, et puis je fais mon livre à l'ordinateur. Il y a ce passage-là. En revanche, le courrier, évidemment, je n'écris qu'à la main. J'écris beaucoup de courriers encore. Et puis les articles de journaux, parce que je fais beaucoup de presse, de reportages, je fais presque tout à la main. Et puis après je les reprends avec l'ordinateur. Je ressemble vraiment à mon état civil. Je suis né en 1972, c'est-à-dire que je me suis constitué, structuré et j'ai grandi, je me suis architecturé intérieurement et intellectuellement avant la révolution cyber-digitale, avant 2000, quoi. Donc j'ai vécu mes 30, je sais pas quoi, 72, 2000, ça doit faire 28 premières années, sans l'ordinateur. Et puis après, il y a eu l'ordinateur. Et voilà, la moitié. Ce qui fait que je ne suis pas du tout... Puis j'ai été assez rétif, moi, à la révolution cyber-digitale, cyber-mercantile. Je crois que c'est la plus mauvaise nouvelle qui soit arrivée à l'histoire de l'humanité. Authentiquement, la mise sous tension de toute la planète par une matrice qui a fini par la dépasser et la contrôler, je crois que c'est affreux. Je crois que c'est une chute. Je crois que c'est la deuxième chute de l'homme. Si on parle en des termes bibliques, c'est affreux. C'est une soumission absolue, non pas uniquement à la technique, parce que la soumission à la technique, on peut toujours faire demi-tour. Mais la soumission à la technologie, c'est pas tout à fait pareil. C'est une délocalisation de tout notre pacte anthropologique avec la vie, avec la mort, avec les choses, avec soi-même, avec les autres, avec le ciel, avec la terre. Et tout à coup, il y a une immense rupture puisque nous décidons de mettre un écran entre nous et le reste. Et c'est affreux à mon avis. Donc je freine des 4 fers, si bien que l'ordinateur est cet outil, mais dont je sais très bien qu'il n'est pas un outil, parce qu'on ne fait pas un outil de son gardien. On ne fait pas un outil de son bracelet électronique. On croit qu'on en fait un outil, mais malheureusement on n'en fait pas un instrument. Et j'essaie
m'appuyer le plus possible sur les très vieux instruments, le très vieil outillage humain de restitution de la pensée, qui sont l'écriture et la parole, et qui ont fait leur preuve tout de même. Parce que ça ne fait jamais que 20 ans que ce nouvel ordre cybermercantile fait semblant d'avoir duré toujours. Merci beaucoup Sylvain Tesson, je crois qu'on va pouvoir vous retrouver pour une dédicace. Merci infiniment à la fois pour tout ce que vous nous avez donné en plus de ce livre, pour La Panthère des Neiges. On remercie aussi Vincent Munier pour ses photos absolument sublimes. Et j'invite qui le souhaite à venir se faire dédicacer un livre. Merci beaucoup.